Avertissement. Ce récit contient des scènes de violence domestique et de maltraitance infantile. Certaines descriptions peuvent être éprouvantes. Si vous êtes ou avez été victime de violences, cherchez de l'aide auprès de professionnels et de services d'assistance. Elle est arrivée en silence, comme on entre dans une pharmacie pour cacher une urgence. Sa veste pendait sur son bras. Son visage était pâle, maquillé maladroitement pour masquer l'évidence. J'ai vu la blessure avant d'entendre sa voix, un disque violacé sous l'œil, comme une promesse de douleur. Je l'ai touché du bout des doigts. Sa peau était froide. Elle n'a pas demandé de pitié. Elle était trop lasse pour même le murmurer. 10 ans. 10 ans que j'apprenais à compter les jours à travers des fenêtres étroites et des mots qui revenaient comme des mantras. Stabilité, thérapie, protocole. 10 ans que les murs m'avaient appris la patience et la violence de la mémoire m'avaient rendue forte d'une façon que personne dehors ne connaissait. Elle se tenait là, ma jumelle, frêle comme une branche dont on avait cassé l'écorce. Je me suis souvenu de la première fois où elle était rentrée à la maison avec une côte fêlée et le sourire qui cassait. De petites phrases que la belle-mère lançait en passant, des silences qui faisaient office de claques, d'un mari qui réparait sa colère avec des excuses huileuses. Les choses s'étaient installées comme des ronces, lentement, jusqu'à ce que tout soit piégé autour d'elle. Il a dit que c'était moi qui avais fui, a-t-elle dit en riant sans joie, en faisant semblant d'écarter la main pour cacher le bleu. Sa lèvre tremblait. Elle parlait de Sky, puis elle a baissé les yeux. Sky, 3 ans, la lumière qui venait toujours à elle même quand on la fermait. Sky, qui aimait appuyer son visage contre le cou de sa mère comme si le monde pouvait tenir dans un souffle. Je ne me suis pas contentée de la regarder. J'ai appris à lire les signes. La façon dont elle tenait son bras. Le tremblement dans sa jambe droite quand elle essayait de se concentrer sur autre chose. Les mots qu'elle évitait. Tous ces indices composaient une carte terrible. Et sur cette carte, une ville en flammes, Darius Rack, Madame B. Trina, des noms qui sentaient la colère et la complaisance. Elle a posé sa tête contre ma paume, comme si elle retrouvait un port. « Je ne veux pas que tu viennes, Nia », a-t-elle dit. La peur n'était pas seulement dans sa voix, elle était dans la façon dont elle cherchait une sortie, mais se convainquait immédiatement qu'aucune n'existait. « Si tu fais quelque chose, ils vont… » Je l'ai coupée parce que je savais déjà tout ce qu'elle n'osait pas dire. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait traitée de folle, à ces diagnostics qu'on m'avait collés comme une étiquette de verre. Les médecins qui avaient dit « Elle a une intensité émotionnelle qu'il faut canaliser ». Les infirmières qui m'avaient appris à respirer quand tout hurle. Ils n'avaient jamais compris que cette intensité pouvait être un bouclier aussi bien qu'un avertissement. Moi, j'avais appris à transformer mes crises en muscles. J'avais appris à ne pas avoir peur de la colère, mais à la contrôler. Cette maîtrise m'appartenait. Elle a fini par me confier ce qu'elle avait si longtemps caché. Les coups à la maison, les menaces, Sky isolée, les repas consommés à la hâte sous le regard jugeant de Madame B. Elle m'a dit que Trina se plaisait à rabaisser chaque geste, chaque regard. Elle a dit que Darius n'était pas le monstre d'un seul coup, mais l'assemblage patient d'un homme qui savait quand frapper pour que personne ne remarque. Quand il s'énerve, il me dit que tout est de ma faute. Il me dit que je mérite ce qui arrive. Elle a reculé comme si la parole seule pouvait réveiller des ombres. Sky m'a demandé pourquoi le papa était triste. Je l'ai regardé, et je me suis souvenu d'autre chose, de la promesse silencieuse qu'on se faisait quand on était petite, une promesse que personne n'oserait répéter devant les adultes. Quand Lisa pleurait, je jurais que je lui prendrais tout sur moi. Ce n'était pas du courage à ce moment-là. C'était une jeune fille qui ne savait pas encore comment réparer le monde. 10 ans plus tard, la promesse était devenue stratégie. Je lui ai dit que je comprendrais tout, que je l'aiderais à rassembler des preuves, que nous allions documenter chaque blessure, chaque humiliation, que les rapports existent, que les mots des médecins peuvent aussi être des armes. Je lui ai appris à photographier sans trembler, à dater, à ne rien laisser au hasard. Elle a hoché la tête, comme si elle se donnait enfin la permission de demander de l'aide. Et puis je lui ai proposé ce que je n'aurais jamais cru pouvoir proposer. Tu rentres. Tu joues la vie que tu veux jouer. Moi, je prends ta place. La phrase était lourde. Elle a choisi le silence.
C'était l'idée la plus folle et la plus nécessaire que j'avais jamais eue. Échanger nos rôles, nous confondre l'une dans l'autre pour que le mal cesse de frapper ce qu'il croyait fragile. Elle a failli pleurer, mais elle s'est contenue. Elle m'a dit comment répondre, quoi laisser, qui appeler. Nous avons tracé un petit manuel en 5 points. Tenir son téléphone sur soi, éviter de perdre sa montre, ne pas discuter en public, faire semblant d'accepter, surtout ne pas chercher à prouver quoi que ce soit trop tôt. C'étaient des consignes de survie déguisées en banalité domestique. Je savais qu'il y avait un risque colossal. Je savais aussi que l'inaction avait un prix que je n'étais plus prête à payer. Je n'allais pas me contenter de mots. J'ai pris des photos de ces bleus. J'ai noté ce qu'elle m'a raconté. Je suis allée voir l'infirmière responsable, une femme aux cheveux grisonnants qui avait toujours eu pour moi des gestes plus humains que les ordres écrits sur le dossier. Je ne lui ai pas expliqué tout de suite. Je lui ai juste demandé d'archiver nos documents, de garder une copie du rapport, de préparer un papier officiel attestant des visites et des blessures. Rien d'illégal, tout de la paperasse qu'un hôpital peut produire pour protéger ses patients. Le plan était simple en apparence. J'obtiendrais une sortie thérapeutique. Porter le nom de Lisa, aller chez eux, comprendre, protéger, rassembler des preuves, ramener Sky. Tout cela filtrait à travers mes mains tremblantes qui faisaient semblant de chercher un mouchoir. Elle m'a regardée comme si elle découvrait que j'étais tout autre que la femme que le monde avait cataloguée. « Si tu vas là-bas ?» Elle s'est tue. Il n'y avait pas besoin de finir la phrase. Le reste s'écrivait dans nos yeux. Restez si vous voulez savoir jusqu'où une sœur peut aller pour sauver l'autre. Quand j'ai quitté l'hôpital, le soleil m'a frappé comme un ordre. Je l'ai senti sur la peau et dans la tête. Net, presque agressif après tant d'années d'éclairage électrique. Ils m'ont remis une feuille, des consignes, un tampon sur un formulaire qui disait « Sortie thérapeutique, retour prévu ». Le mot « prévu » m'a paru si fragile. Sur le chemin, j'ai regardé mes mains. Elles semblaient inconnues, plus capables que je ne le croyais. 10 ans d'exercice, de kinésithérapie, de routine pour canaliser la rage, avaient creusé dans la chair une endurance inattendue. J'avais attendu cet instant sans savoir que je le préparais. Mes muscles se souvenaient d'efforts qu'aucune promenade n'aurait pu forger. Ma tête connaissait les schémas de la violence de l'intérieur, pas seulement comme théorie, mais comme expérience. J'avais appris à anticiper avant qu'un geste ne devienne une attaque. C'était affreux, mais utile. La maison de Darius se trouvait au bout d'une rue sans histoire, une façade terne que la tempête n'avait jamais réussi à ternir davantage. Les volets étaient propres, l'allée balayée. C'était l'image d'un foyer ordinaire. Je suis restée dans l'ombre d'un portique et j'ai regardé. Il y avait des indices, subtils comme des sourires forcés, une chaise d'enfant renversée, un jouet collé à la clôture, un sachet plastique contenant un repas à moitié mangé sur le seuil. L'odeur de friture sortait d'une fenêtre entr'ouverte. L'air était trop calme pour être normal. J'ai observé la porte comme on observe un visage de près. Cherché les rides, les fissures, deviné les tensions. À travers la fenêtre, j'ai aperçu Sky en train de jouer avec un morceau de tissu. Elle avait pris la résolution de sourire et le portait comme un masque fragile. Elle a levé la tête et a regardé dehors. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la vitre. Ils étaient noirs, larges, et déjà vieux d'une façon que l'enfance n'aurait pas dû permettre. Je suis entrée sous le nom de Lisa. C'était une comédie que j'avais apprise dans le silence des murs. J'ai pris la voix qu'elle avait autrefois, douce, effacée, celle qui implorait l'indulgence des autres. Darius ne m'a pas tout de suite reconnue. Il a fallu qu'il me parle, d'un ton qui voulait tout à la fois dominer et diminuer. Alors, a-t-il dit en guise d'accueil, son haleine sentait l'alcool tiède. Il avait cette manière de mesurer les hommes par le bruit de leurs chaussures. Je l'ai laissé parler. J'ai marché dans la maison comme quelqu'un qui rentre après une longue journée, avec la fatigue soigneusement mise en scène. J'ai observé chaque pièce en secret. Les murs portèrent des images que je connais bien chez tant d'hommes qui veulent se persuader qu'ils vivent encore dans une histoire qu'ils contrôlent. Trophées, tableaux qui montrent des paysages ordonnés, cadres photos disposés pour que seule la face choisie apparaisse. J'ai repéré une armoire vide, une boîte de médicaments ouverte sur la table, des étiquettes jetées.
Toutes ces choses étaient des fils dont je devais tirer. Le premier échange sérieux est arrivé au dîner. Madame B avait préparé un repas comme on prépare un jugement. Précis, froid, servi sous le regard d'un tribunal. Trina riait fort, comme si elle voulait couvrir quelque chose. Darius s'est installé en face de moi et a commencé, doucement, à tester. Ses phrases étaient des aiguilles qui cherchaient la peau. « Tu as l'air fatigué. Tu as pris du poids ?» Ses mains ont tâté mon épaule comme pour vérifier la marchandise. Sky s'est approchée et s'est blottie contre mes jambes. Elle avait faim. Ses doigts étaient collants. J'ai pris une fourchette et j'ai mangé ce qu'on me servait, mais j'ai porté mon attention à l'enfant. J'ai fait semblant d'être celle qui accepte. À l'intérieur, je calculais chaque micro-mouvement. Chaque fois que Darius levait la voix pour rabaisser ma présence, je répondais en retard, en saccade, comme si ma façon d'être était encore sous contrôle. À mesure que la soirée avançait, la tension s'épaississait, palpable, prête à éclater. Il a fallu peu pour que la façade craque. Il a levé la main, d'abord pour prendre un verre, puis pour souligner une phrase, puis, avec l'habitude de l'agresseur, pour rappeler qui commandait à la table. Sa main s'est abattue sur mon visage. Pas fort, juste assez pour envoyer une secousse, pour rappeler. Les autres ont fait comme si de rien n'était. Ils n'ont pas cherché à l'arrêter. Ils n'avaient pas besoin de s'en mêler. Ils étaient tous déjà du côté du coup. La colère m'a traversée comme une brèche de lumière. J'ai senti la mémoire de tant de peine me traverser le corps. Et puis, j'ai agi. Je ne l'ai pas frappé pour l'humilier. Je l'ai maintenu. J'ai pris son poignet au moment où il cherchait à frapper une seconde fois. Le geste fut net. Il a sursauté. Sa surprise m'a donné de l'espace. J'ai cherché ses yeux. Il y avait de la peur là où il croyait voir la faiblesse écrivait sa loi. J'ai senti la maison retenir son souffle. Je ne voulais pas être celle qui faisait le spectacle. Je voulais être celle qui protégeait. J'ai prononcé des mots courts, sans tremblement. Ne touche pas Sky. C'était un ordre qui n'admettait pas d'équivoque. Sa fierté a grondé, puis a cherché une issue. Il a choisi la menace basse, la violence verbale, puis l'isolement du regard. J'ai compris, à ce moment, quelle était la véritable stratégie. L'humiliation lente qui rabaisse une femme jusqu'à ce qu'elle accepte sa propre solitude. Le reste de la soirée fut un jeu d'équilibre dangereux. J'ai imposé des petites règles invisibles. Manger en premier avec Sky, répondre aux questions comme si j'étais étourdie, mais ne jamais reculer sur la protection. Quand il a voulu me retirer Sky, j'ai pris l'enfant contre moi. Ses mains étaient collées à mon pull comme si elle agrippait la seule fortune qu'on lui laissait. La promesse d'un soin. J'ai senti les regards se croiser autour de la table, ces calculs silencieux qui se font quand un ordre vieux se voit contesté. Je me suis couchée dans la chambre qui m'était assignée avec l'effort d'une femme qui entre en mission. Le lit sentait le tissu propre et l'air était saturé d'une odeur de lessive chère. J'ai posé une main sur Sky, qui dormait à l'autre bout de la pièce. Elle s'est emmitouflée et a souri dans son sommeil. C'était un sourire qui m'a brisé le cœur de douceur. J'ai pensé aux 10 ans, et j'ai su que je ne pouvais plus revenir en arrière. Le lendemain matin, j'ai commencé à rassembler ce que je pouvais. Pas d'outils illégaux, pas de manœuvres qui donneraient au public une méthode, juste de l'observation, du courage et quelques preuves tangibles. J'ai pris des photos discrètes. Les scarifications sur la porte de la salle de bain, là où on scotche des messages d'angoisse. La trace d'un bleu que la peinture voulait camoufler. Un reçu de pharmacie pour des antidouleurs, des lettres cachées dans un tiroir. Tout cela n'était rien, et c'était tout. Des indices que la police pourrait enfin relier à des faits. Il fallait du temps. Il fallait des images. La journée s'est déroulée entre de petits affrontements. Trina m'a provoqué, comme pour tester l'unité de ma faiblesse. Madame B regardait, sévère, comme si elle corrigeait une erreur d'élevage. J'ai trouvé des méthodes pour répondre. Une moue, un geste de retrait, puis un retour triomphant vers l'enfant avec un biscuit que j'avais glissé dans ma poche. Chaque geste était une affirmation tranquille. Je ne permettrai pas que Sky souffre. Chaque fois qu'un coup manquait de se produire, je prenais la parole, j'appelais un médecin local, je feignais une faiblesse qui demandait attention. Et à chaque fois,
J'observais, je notais, j'enregistrais. L'un des moments charnières est survenu dans la salle de bain. Darius a tenté de m'humilier en me forçant à nettoyer des dégâts qu'il simulait à la maison. J'ai refusé. J'ai gardé la tête haute, un petit détail, mais un geste qui ne concédait pas. Il a haussé la voix. La voix s'est transformée en menace. Son bras a cherché la violence comme une clé. J'ai pivoté. J'ai contrôlé son mouvement en le repoussant vers le mur, non pour le blesser, pour le tenir à distance. J'ai senti sous mes doigts la rigidité d'un homme qui ne comprend pas qu'on renonce à obéir. Il a juré, a tenté de se venger par des mots, puis par des gestes moins précis. J'ai repris Sky dans mes bras et je me suis approchée de la fenêtre. Le soleil m'a frappé à nouveau. C'était comme une ordonnance. Avancée. Je n'ai pas agi en solitaire. J'avais préparé des alliés invisibles, la copie du rapport médical que l'infirmière avait glissé dans mon sac, quelques messages à envoyer à une avocate que je connaissais par hasard, et surtout un enregistreur que j'avais laissé, sous prétexte de musique, dans la pièce à vivre. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas héroïque. C'était pragmatique. Dans l'après-midi, la tension a monté. Darius est rentré plus tôt que prévu, l'alcool chauffant sa mâchoire. Il cherchait à punir. Ses pas étaient lourds, décidés. Il a pris Sky de mes bras comme on retire un dernier bien à quelqu'un. Là, sous le regard des autres, il a élevé la voix. Sa main a tremblé au moment de frapper, mais a été retenue par un geste que je n'avais pas anticipé. Un cri d'enfant. Sky a sursauté, et c'est cet sursaut qui a changé le cours des choses. J'ai bougé comme je n'avais pas bougé depuis des années. Ce n'était pas la folie qu'on m'avait collée sur le front. C'était la force de la promesse que je m'étais faite quand nous étions petites. J'ai pris Darius à la taille. Je l'ai plaqué contre le mur. Ce n'était pas pour le blesser. C'était pour qu'il réalise qu'il ne pourrait plus toucher Sky. Sa mâchoire s'est crispée. Les autres ont retenu leur souffle. « Lâche-la !» ai-je dit, d'une voix froide, tranchante. Il a tenté une réplique, une phrase qui devait me ramener à ma place, mais il avait un espace en moins, l'assurance que je n'étais plus celle qui permettait d'écraser. Il a tenté la douleur physique. Je l'ai anticipé, j'ai contrôlé ses gestes, j'ai cherché à le neutraliser sans le briser. Nous sommes devenus une scène de force et d'équilibre. Il a juré, a appelé à l'aide, mais la maison s'est refermée sur son propre silence. Dans un coin, j'ai senti le claquement d'une porte qui s'ouvrait. Madame B et Trina revenaient plus tôt que prévu. Leurs silhouettes se détachaient au seuil, stupéfaites. Elles n'avaient pas prévu que la fille effacée se lèverait. Elles n'avaient pas prévu qu'une autre femme, façonnée par des années d'observation et d'entraînement émotionnel, viendrait remplacer la victime. Elles ont crié, non pas pour la morale, mais pour reprendre le pouvoir. Leurs cris allaient faire remonter le voisinage. Ils allaient attirer des regards. Ils allaient compliquer les choses. Je me suis immobilisée, Darius sous mon bras, la poitrine comprimée contre le mur. Sky pleurait un peu, mais elle tenait ma main. Dans ce premier instant où tout pouvait basculer, j'ai senti le poids de notre accord, j'avais pris sa place, pour la protéger, pour la garder en vie, et je savais que ce n'était que le début. Le piège que je devais tendre n'était pas encore armé. La vidéo, la preuve, la police. Tout cela nécessitait un dernier pas que je n'avais pas encore fait. La porte s'est refermée sur notre visage comme un défi. Les voix se sont élevées, plus aiguës, plus coupantes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à filmer avec un petit appareil planqué dans la plante du salon. Les doigts tremblants, j'ai activé un enregistrement. Ce n'était pas une victoire, c'était une garantie. J'ai senti arriver un moment décisif. Les regards, les mots, la force qui se réorganise. J'ai resserré la prise sur Darius, non pour lui faire mal, mais pour lui faire comprendre que cette fois-ci, il n'avait pas l'ombre d'un droit. Au fond de moi, quelque chose a grondé. Une braise qui ne réclame pas vengeance, mais justice. Je pensais au rapport, aux photos, à la main amie de l'infirmière. Je pensais surtout à Lisa et à Sky, qui devaient sortir de là vivantes et sans honte. Et puis la situation a basculé encore une fois, cette fois-ci vers le dehors. Le bruit d'une voiture qui ralentissait devant la maison,
une lampe de poche qui balait la fenêtre. Quelqu'un regardait. Quelqu'un apprenait. Je me suis préparée à ce que la nuit ne soit pas seulement une couverture, mais un témoin. Je ne savais pas alors si ce premier affrontement suffirait à déclencher la machine. Je savais seulement que j'avais choisi de rester. J'avais pris la place de ma sœur. J'étais entrée dans l'ombre pour devenir rempart. Je tenais un enregistrement qui pouvait renverser des vies, mais je savais aussi que la vraie bataille, celle qui déciderait du reste, n'allait commencer que lorsque les portes de la maison s'ouvriraient de nouveau sur le monde. La nuit est tombée comme un voile épais, mais la maison ne dormait pas. Les voix qui s'élevaient derrière les volets avaient cette qualité râpeuse des choses qui se consument lentement. Colère, calcul, petit rire nerveux pour masquer la honte. J'ai senti le cœur de Sky battre contre ma poitrine, un petit tambour trop rapide pour l'heure. À travers la plante du salon, l'appareil que j'avais dissimulé cherchait de la lumière, du son, n'importe quoi qui pourrait devenir vérité. Mes doigts tremblaient quand j'ai murmuré à l'enfant. « Demain, on ira au parc. » C'était une promesse simple et pour l'instant, elle suffisait à lui donner confiance. Ils ont commencé à se disputer. D'abord des mots, puis des gestes. J'ai entendu la voix de Madame B qui ordonnait, Trina qui ricanait. Darius, sa fierté blessée par ma présence, a cherché à reprendre l'espace que je lui refusais. Je l'ai vu se lever comme un animal cherchant une proie. Il s'est avancé, imprudent, la tête lourde d'alcool. J'ai eu cet instant étrange où tout ralentit et où je revois les visages d'un passé sculpté par l'enfermement. Infirmière calme, routine qui tenait, ces exercices qui avaient transformé ma rage en équilibre. Ces images m'ont porté. Je n'avais pas prévu qu'ils deviendraient aussi féroces. Madame B a poussé un cri et Trina a tenté de me repousser. Dans la chaleur du salon, l'odeur de la cuisine mêlée à la peur a fait remonter quelque chose d'ancien et de net. J'ai pris Darius au col, juste assez pour l'empêcher d'avancer. Il a crié. Sa surprise a secoué la maison. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la violence, quand elle sent qu'elle va basculer, attire les autres comme si elle lançait un appel. Madame B et Trina se sont ruées vers nous, plus décidées que jamais à rétablir l'ordre qu'elles croyaient immuable. La scène qui a suivi n'était pas belle. C'était rugueux, chaotique, la violence multipliée par la surprise. Elle voulait humilier. Elle voulait faire payer. Elle voulait que la maison reprenne son souffle et que la fille effacée retrouve sa place. Elles ont frappé Darius, oui, non par légèreté, mais par instinct de préservation, par panique peut-être. Et c'est dans ces gestes que je vis la faille. Elles exposaient elles-mêmes ce que je traquais. Elles ont crié, elles ont juré, elles ont cherché à remettre de l'ordre en transférant la faute. Mes doigts, serrés autour du bras de Darius, ont senti la panique le pousser à crier plus fort, à invoquer des voisins, à menacer. Je pensais à Lisa et à Sky, et je savais que tout devait être pris en charge avant que la violence ne se replie sur elle. Quelqu'un a peut-être vu la lueur à travers le rideau. Peut-être un voisin a compris que ce n'était pas un simple éclat de voix. Ou peut-être que l'infirmière, à qui j'avais envoyé un message préalablement, a déclenché une procédure de vérification. Les détails exacts importent peu. Ce qui suit, je l'ai vécu comme une accélération circulaire. Une voiture de patrouille a ralenti dans la rue. Des lampes ont fouillé la façade. Le téléphone a sonné dans la poche de ma veste. Un appel que j'attendais mais que je redoutais. C'était la voix de l'avocate. Ils arrivent. Reste juste où tu es. Les policiers ont frappé à la porte. J'ai senti l'air changer, comme si la maison elle-même prenait conscience qu'elle n'appartenait plus qu'à ses hôtes. J'ai ouvert. La tenue officielle, les questions courtes, la neutralité professionnelle, tout cela a encadré une scène où le réel se déployait enfin. Ils ont annoncé une vérification à la demande d'un service social. Une formalité, disait la loi, qui pouvait s'embraser. J'ai fait ce que j'avais préparé. J'ai montré le formulaire de sortie, expliqué que j'étais là pour rendre visite à ma sœur, indiqué que j'étais inquiète pour l'enfant, et j'ai remis, avec une main qui ne tremblait plus autant, la copie du rapport médical que l'infirmière avait mis dans mon sac. L'un d'eux a pris des notes. Ce que je craignais pourtant, c'était la suite. L'ennemi qui se refaçonnait en victime, les mensonges habiles qui sont la première arme des agresseurs quand on les regarde en face. Darius a commencé à parler d'un ton assuré, cultivant une version simple. Elle est violente. Je ne pouvais pas la calmer.
J'ai senti l'odeur du mensonge. Une chose ancienne, familière. Mais le téléphone de l'un des policiers a vibré. L'officier a reçu un message, a levé les yeux et m'a dit « Nous avons une vidéo. Ça va être compliqué de nier si la vidéo est claire. » C'était la respiration que j'attendais. La vidéo était là, dans la plante, dans la mémoire de la petite boîte qui avait écouté la maison. Elle montrait plus que des gestes. Elle montrait la vérité des mots, la trajectoire des mains, l'indifférence de ceux qui ont choisi de fermer les yeux. Quand j'ai dit aux policiers ce qu'ils avaient sous les yeux, je ne pensais pas que la justice puisse être une chose si mécanique. Mais elle l'était. Des questions, des procédures, des gants, des scellés. Madame B a hurlé. Trina a essayé de déchirer le téléphone, mais leur rage ne pouvait plus se poser sur un terrain immaculé. J'ai vu le masque se crisper, l'illusion se fissurer. On a emmené Darius. Pas seulement pour l'attitude. Il avait des blessures, des signes que l'on ne pouvait ignorer, et l'ambulance a été appelée pour vérifier son état. Il a voulu se montrer calme, a tenté de jouer la victime, mais la bande enregistrée prise dans l'appareil parlait plus fort. Les policiers m'ont demandé des détails. J'ai expliqué, j'ai donné les photos, les dates, les numéros. J'ai déposé des déclarations. L'avocate qui m'avait conseillé est arrivée, discrète et efficace, et a commencé à faire le lien entre tout ce que j'avais rassemblé et ce que la loi pouvait prendre en charge. Madame B et Trina ont fini par être emmenées en garde à vue. Elles criaient, elles appelaient à leur propre innocence, puis à la loi, puis à des souvenirs que personne ne pouvait vérifier. J'ai regardé leur visage, dur, presque vide, et j'ai pensé à Lisa, à sa voix cassée dans la salle commune de l'hôpital, à sa manière d'accepter la douleur comme un vêtement trop familier. Je n'éprouvais aucune joie à voir ces personnes menottées. J'éprouvais un soulagement dur, net, comme celui qu'on ressent quand une plaie cesse enfin d'être infectée. Les jours qui suivirent furent un dédale de procédures. La police a ouvert une enquête, l'hôpital a confirmé les rapports, l'avocate a orchestré une stratégie, déposé plainte, demandé des mesures d'éloignement, obtenir des certificats médicaux et organiser la procédure de divorce. Il y eut des auditions, des témoignages, des hésitations. J'ai été interrogée sur ma présence, sur mon statut passé d'ancienne patiente. Certains ont voulu y voir une machination, une folie recommencée. J'ai senti le regard des gens qui doutent toujours des femmes qui ont été enfermées quelque part. Ma santé mentale est devenue, dans certains bureaux, une carte que l'on brandissait comme preuve possible de déstabilisation. C'était douloureux, mais attendu. J'ai laissé les dossiers parler. J'ai laissé l'hôpital témoigner de 10 ans d'observation, de progrès, de soins et de précautions. Les personnes qui m'avaient vu entrer brisée puis apprendre à tenir la colère ont pris la parole. L'un des médecins a raconté, sans pitié ni condescendance, comment mes années d'hospitalisation m'avaient donné cet étrange mélange de fragilité et d'endurance. Ce n'était pas une excusa, c'était un fait. Et dans les couloirs administratifs, la vérité s'est peu à peu détachée de la fable. Darius a tenté de renverser la vapeur. Il a accusé, a parlé d'une provocation. Mais il y avait trop de traces, les photos, les reçus, les témoignages, la vidéo. La machine judiciaire, lente et imparfaite, fit avancer ce qu'il fallait. Les procureurs hésitèrent, cherchèrent des preuves complémentaires, mais finalement, des charges ont été retenues contre Madame B et Trina pour complicité et violence, et des investigations plus larges ont été ouvertes concernant la responsabilité de Darius. Il fut placé en observation à l'hôpital, après qu'un examen ait relevé des signes de traumatisme et de problèmes liés à l'alcool. Une hospitalisation qui était, paradoxalement, similaire à la mienne 10 ans auparavant, mais en sens inverse. Lui, en garde. Moi, en libérateur. Il y eut une rencontre difficile, médiée par des avocats, entre nous et la famille adverse. L'avocate m'a expliqué les options, procès long et éprouvant, ou transactions qui permettraient de protéger Lisa et Sky rapidement, de garantir une somme pour le relogement et l'accès aux soins, tout en assurant la séparation définitive par un divorce accepté. On m'a averti de la possibilité que l'argent soit un palliatif insuffisant. J'ai écouté chaque mot. La justice ne se résume pas à un billet, mais parfois le temps d'un procès est celui d'une nouvelle blessure pour ceux que l'on protège.
Le marchandage fut une chose tortueuse. Madame B proposa un dédommagement, non sans humiliation. Elle souhaitait éviter un procès public. Trina suppliait pour conserver une image. Darius, quand il parut entre deux admissions, parla d'un homme écrasé par la honte. Nous avons pris une décision qui n'était pas simple. Accepter un règlement qui comprenait des fonds suffisants pour garantir un départ, pour payer le déménagement, la garde de Sky, et pour assurer un suivi thérapeutique pour Lisa. En échange, nous avons demandé que la procédure de divorce se fasse rapidement et que des mesures de protection strictes soient mises en place. Ce n'était pas une extorsion. C'était une négociation nécessaire, un choix pragmatique pour sortir Lisa et Sky d'un endroit qui leur causait du mal. Les papiers furent signés dans un bureau impersonnel, entre café renversé et gestes réservés. À la fin, on me tendit une enveloppe et un dossier. J'ai senti le poids froid du papier entre mes doigts. L'argent n'effacerait pas l'odeur de la maison, ni les images de mains levées. Mais il permettait un horizon. La juge a signé une ordonnance qui interdisait à Darius et aux femmes de s'approcher de Lisa et de Sky. La loi avait posé ses barrières. Nous sommes allés, avec 2 policiers qui escortaient, chercher Lisa à l'hôpital. Ce que j'avais redouté. La fragilité extrême, la peur comme une maladie inscrite sur le visage, se transforma peu à peu en un renouveau attentif. Les médecins ont confirmé qu'elle était prête à sortir, que ses blessures physiques pouvaient être soignées à l'extérieur et que son état mental, avec un suivi adapté, lui permettrait de reconstruire une vie autonome. Elle nous a regardés, timidement, hésitante devant la possibilité d'un bonheur non mérité. Elle a pleuré quand elle a mis la main sur Sky. C'était un pleur de reconnaissance, cassé, mais vrai. Le trajet jusqu'au nouvel appartement fut silencieux, chacun perdu dans des pensées. Les rues me furent étranges, comme si je redécouvrais un monde que j'avais quitté sous une autre identité. La clé que j'ai tournée dans la serrure du nouvel appartement a sonné comme un réveil. C'était petit, modeste, mais propre. Une terrasse, un rayon de soleil qui tombait sur un plancher léger. J'avais imaginé cet endroit pendant des nuits blanches. J'avais rêvé d'un coin où les livres ne seraient plus poussiéreux mais visibles, où une machine à coudre pourrait réparer plus que des tissus, où une bibliothèque serait un refuge, pas un mur de trophées. Nous avons installé Sky en premier. Elle a trouvé un coin qu'elle a presque immédiatement adopté. Une étagère basse, quelques peluches, un petit pot de crayon. Lisa a pleuré en déballant une tasse que j'avais achetée avant, une tasse avec un motif simple. Elle a ri, puis pleuré encore. Ses mains tremblaient quand elle a touché le filet de lumière qui entrait par la fenêtre. Je l'ai regardée et je me suis rappelé de nos promesses d'enfance, de cette idée que j'avais eue en silence pendant des années. Prendre sa place, littéralement, pour lui permettre de respirer. Les semaines qui suivirent furent une succession de petites tâches qui semblaient presque sacrées. Ouvrir un compte en banque pour Lisa, organiser des rendez-vous de suivi, trouver une école pour Sky, acheter une vieille machine à coudre sur un marché, aménager une bibliothèque où j'ai placé nos vieux romans côte à côte avec des manuels pratiques pour la vie. J'ai remis à Lisa des cahiers, des stylos, et lui ai dit des choses simples mais essentielles. Tu vas apprendre à dire non. Tu vas apprendre à te faire confiance. Elle me regardait comme quelqu'un qui redécouvrait une langue étrangère. Ma propre place dans cette reconstruction fut complexe. Le passé psychiatrique restait là, comme une étiquette que certains observaient. J'ai travaillé avec un avocat pour clarifier ma situation. Aucune plainte criminelle retenue contre moi, mais des vérifications administratives et un suivi recommandé. J'ai assisté à des séances avec un psychiatre qui avait été témoin de mes années d'hôpital, non pour me juger mais pour attester que ma sortie était désormais régulière, encadrée et réfléchie. Il m'a dit quelque chose qui est resté. Vous avez transformé votre intensité en stratégie de protection. Ce n'est pas une folie qui renaît, c'est une force domestiquée par le savoir. C'était une phrase clinique qui sentait vaguement la poésie, et qui me permit de respirer. Lisa, petit à petit, a repris des couleurs. Ses gestes, d'abord timides, sont devenus plus assurés. Elle a redécouvert la cuisine, s'est emparée d'un tablier, et a commencé à coudre des pantalons raccourcis, maladroitement d'abord, puis avec une fierté qui la surprenait. Sky a commencé à manger sans peur, à rire dans un parc,
à apprendre à escalader un module de jeu. Elle n'était plus seulement l'enfant d'une maison. Elle pouvait être une enfant dans une ville. Un soir, en les regardant depuis le balcon, avec des lumières qui scintillaient en bas et le vent qui portait une odeur de pin, j'ai senti que quelque chose de fragile se recollait. Je n'ai pas effacé les ombres. Elles sont restées d'une certaine manière comme des leçons. Mais j'ai appris à vivre avec elles. J'ai appris aussi que le mot « folie » que le monde avait collé sur mon front n'était pas une attache définitive. Il avait abrité des années d'observation, un regard aigu sur la douleur humaine, et finalement, la capacité d'agir quand tout semblait perdu. Lisa m'a regardé un matin avec une reconnaissance qui allait au-delà des mots. « Tu m'as pris ma place », a-t-elle dit. Je lui ai répondu en souriant, sans fioriture. Je l'ai prise parce que je savais que tu n'étais plus en mesure de la garder. Il y a eu des nuits de colère encore. La peur de l'avenir ne disparaît pas comme par magie. On a eu des rendez-vous avec des travailleurs sociaux, des réunions avec des psychologues scolaires, des moments où l'on a craint que la famille adverse ne revienne sous une autre forme. Mais chaque fois, nous avons rappelé les faits, la vidéo, les rapports, la décision de la juge, les mesures d'éloignement. La loi n'est pas une promesse parfaite, mais c'était un filet qui, pour l'instant, tenait. Je me suis installée à ce rythme nouveau, entre réparation pratique et une certaine douceur réinventée. J'ai pris un emploi à mi-temps dans une petite librairie du quartier, un lieu calme où l'odeur du papier invite à la conversation plutôt qu'à la peur. J'ai réparé des vêtements sur la vieille machine à coudre, offrant parfois un service à prix réduit à des femmes qui venaient de loin. La bibliothèque que nous avions montée devint un refuge. Des romans à feuilleter, des manuels pour apprendre, des cahiers où Lisa gardait ses petits progrès. Sky s'endormait souvent sur un livre ouvert, le doigt entre les pages comme pour la sécurité. Un jour, alors que nous étions assises toutes les trois sur le balcon, Lisa a pris ma main et a dit « Tu sais, peut-être que la folie n'existe pas comme ils le disent. Peut-être que c'est juste une façon que certaines personnes ont de sentir les choses trop fort. Et parfois, sentir trop fort, ça sauve des vies. » Sa phrase n'était pas triomphale. Elle avait la douceur d'une vérité lente. J'ai serré sa main. Je ne me voyais pas comme une héroïne. Je me voyais comme une sœur qui avait honoré une promesse d'enfant avec des moyens d'adulte. J'ai pensé à toutes celles qui, sans un enregistreur, sans un médecin complice, restent enfermées dans des maisons qui les dévorent. J'ai pensé au hasard, à la chance, à la force qui passe quand on refuse de se taire. Le tribunal a finalement fixé la séparation définitive. Le divorce s'est officialisé sur des papiers qui tintaient, froidement. Darius, hospitalisé puis suivi, a dû affronter ses propres démons. Madame B et Trina ont eu des poursuites à mener, des peines, des aménagements, une responsabilité mise en lumière. Rien de tout cela n'a rendu la vie à ceux qu'elles ont blessés. Mais la pesée a été faite et certaines conséquences furent posées. Nous avons choisi de ne pas faire de l'exhibitionnisme autour de la vidéo. Elle a servi la justice. Elle a permis d'arrêter l'escalade. Nous l'avons remise aux autorités. Nous avons aussi choisi de parler doucement aux voisins, d'expliquer si besoin, de construire une vie qui ne soit pas une revanche mais une réparation patiente. Le partage public n'était pas un objectif. Notre objectif était la paix retrouvée, la sécurité de Sky et la guérison de Lisa. Les années qui ont suivi ont été lentes, mais réelles. Lisa a retrouvé un travail à temps partiel. Sky a commencé l'école, avec des progrès petits mais constants. J'ai continué à fréquenter la clinique pour mes rendez-vous, non comme une contrainte, mais comme un soutien. J'ai raconté notre histoire de façon parcimonieuse, pour expliquer quand on me demandait comment j'avais fait. Il n'y avait pas d'astuce à apprendre, seulement une suite de choix difficiles, d'alliés trouvés au bon moment, et une obstination vieille comme nous. Parfois, dans des nuits calmes, je repense à la promesse enfantine. Elle n'était plus naïve. Elle avait été transformée en un plan où le corps, la mémoire, le courage et l'amour se rencontraient. Je n'ai pas cherché la gloire. Je n'ai pas voulu que l'on admire mes gestes. Ce que je souhaitais, c'était que la maison de ma sœur cesse d'être un lieu de peur. J'ai pris sa place parce que c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. La folie dont on m'avait parlé fut, enfin, une clé et non une prison. Elle m'avait appris à voir, à persévérer, à canaliser l'intensité dans des actes précis.
Mais je sais aussi que ce n'est pas une recette. Ce n'est pas un modèle. Chaque histoire a ses propres démons et ses propres issues. La mienne se termine sur un balcon où 3 femmes riment d'un rien, où le vent joue avec les pages d'un livre oublié sur la table. Sky renverse parfois ses crayons, Lisa raconte des anecdotes sur un plat qu'elle a raté, et moi, j'assemble des morceaux de tissu en attendant que la lumière change. Et parfois, la nuit, je murmure encore la promesse qui nous a guidés, « Si tu refuses de vivre, je prendrai ta place ». Ce n'est plus une menace ni une folie, c'est une ligne de vie. J'ai pris cette place, et en la prenant j'ai appris que la force n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent faite de petites décisions, de papiers signés, de photos datées et de mains tendues. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.